Bonjour à tous. Alors, on va attendre que ça démarre. Bonjour à tous les 500 premiers participants en live. On est très nombreux aujourd'hui pour ce premier webinaire ICPF Digiformag. C'est la fin d'année, donc merci d'être venus avant vos congés. Je suis aujourd'hui entourée de Séverine Fingal, qui est auditrice ICPF, et à distance sur Paris, Yoann Vidalinck, directeur pédagogique et qualité chez Garance et moi, et François Galinou, qu'on ne présente plus, président d'ICPF. Donc moi, je suis Pascal Lagaeux, je représente donc OF Connect et Digiformag, je serai la modératrice du jour. On va être extrêmement nombreux sur ce live. On a laissé le chat ouvert parce que on part du principe que généralement vous aimez aussi vous répondre entre vous et partager, donc on va pas le supprimer. Mais effectivement, pour la partie questions-réponses sur la dernière demi-heure, pensez bien à mettre vos questions dans la partie questions de Livestorm et de voter aussi pour les questions les plus intéressantes. Ça nous aidera sur la fin, effectivement, à choisir les questions. On en prendra, je pense, une dizaine. Et évidemment, on poursuivra les échanges aussi bien sur le support d'ICPF que pour ceux qui sont membres OF Connect et Digiformat du côté de Digiformat. Voilà, mais bienvenue à tous. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je vous rappelle les règles donc du webinaire pour ceux qui notamment n'ont jamais fait de webinaire Livestorm. Donc, on enlève les téléphones, notifications pour pas qu'il y ait de bruit ambiant. Effectivement, le chat, on essaye de faire attention à pas déborder sur les échanges et que ça reste de bonne qualité. Et ensuite, à la fin de la prise de parole de François et Yoann, on se garde évidemment une demi-heure pour échanger avec vous. Est-ce que déjà, tout le monde m'entend? Je vais regarder un petit peu sur le chat si tout va bien. A priori, ils ne doivent pas nous entendre. Ok. Bon. Peut-être que c'est de votre côté sur la connexion. Ouais. On espère qu'on aura une bonne connexion pendant cette heure. Ouais. On croise les doigts. Voilà. On va vous partager aussi un sondage pour démarrer, pour comprendre un peu qui vous êtes. Alors déjà, hop, est-ce que vous êtes Calliope? Évidemment. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce que tout le monde voit les sondages? Ou pas du tout? Ok. Alors, on va regarder ça. François, je te laisse la parole pour commencer. Alors, effectivement, on se disait sur le thème du jour, donc, qui était la sous-traitance. Évidemment, vous l'avez tous compris, on attend depuis maintenant plusieurs semaines le fameux décret d'application qui n'a pas été publié. On pensait qu'il le serait là cette semaine. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. On va pouvoir quand même parler du sujet, il n'y a aucun problème. Et la première question quand même, François, que je voulais te poser, c'est peux-tu nous réexpliquer le contexte de ce décret et pourquoi, effectivement, il a fait beaucoup parler ces derniers mois? Je te laisse peut-être commencer. Oui, alors le contexte, c'est d'une part la montée en puissance de Calliope, qui arrive à plus de 40 000 certifiés, et d'autre part une émergence d'une fraude qu'on ne connaissait pas et qu'on n'attendait pas sur le site EDOF, c'est-à-dire des organismes qui organisent des formations qui ne sont pas conformes à ce qu'on peut attendre et qui sont surtout tournés sur l'objectif d'encaisser les fonds de CPF et de ne pas faire de la formation. Donc là, pour lutter contre cette fraude, on part sur le terrain législatif il y a à peu près 1 an et demi. Et là, on fait une série de mesures. Donc, il y en a une partie qui est passée l'année dernière. Et là, c'est le deuxième train de mesures. On a pris du temps. Le législateur a pris du temps parce que le problème est en fait quasiment résolu aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte que il y avait des formes de sous-traitance qui n'étaient pas attendues. Bon, 2 formes de sous-traitance. Une sous-traitance de basse qualité et une sous-traitance où en fait c'est le commanditaire qui est la coquille vide. Voilà. Alors la sous-traitance de basse qualité, elle existe depuis longtemps. C'est un problème récurrent à la formation professionnelle. Et par contre, la coquille vide qui sous-traite à des sociétés plus importantes, ça, c'est un problème qui est
strictement lié à EDOF et qui a voulu être traité par ce dispositif. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui essentiellement, c'est d'éviter que des coquilles vides rentrent avec Calliope, sont actifs pendant 17 mois, ferment, et après on recommence. Et comme la société a disparu, très difficile d'aller chercher les fonds. François, je t'interromps. Quand tu parles de sous-traitance de basse qualité, j'imagine que tu parles peut-être de sous-traitance en cascade, c'est-à-dire avec un donneur d'ordre qui sous-traite à un organisme qui lui-même sous-traite à un formateur avec un système de moins de 10 ans. C'est ça? Complètement, il y a d'une part cet aspect que tu décris, qu'on connaît bien, que le législateur et je dirais la gouvernance de la formation professionnelle, les DRETS, les DRIETS, les OPCO, les OPCA, tout ce monde-là, en fait, ont du mal à comprendre. C'était pas dans leur champ de vision, cette sous-traitance de basse qualité. C'est bon, d'une part parce que les OF ne s'en vendent pas, ils ont plutôt tendance à laisser penser que ces formateurs font partie de l'organisme, puisqu'on voit parfois sur les sites web, vous avez la tête des formateurs, puis en fait ils sont tous sous-traitants, mais ça donne l'impression d'être un collectif uni, voilà. Et après il y a la sous-traitance, et la sous-traitance en cascade, voilà, avec il y a une tendance lourde depuis 30 à 40 ans où on reporte sur le sous-traitant, mais ça existe aussi dans l'enseignement supérieur, hein. On reporte sur l'intervenant une série d'obligations, de contraintes, etc. Et on le paye de moins en moins, ce qui fait qu'il est dans une situation où il ne peut pas vraiment s'épanouir dans la sous-traitance. Voilà. Ça marche. Et on peut débattre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette vision, Johan ? Alors, j'ai une vision qui n'est pas aussi tranchée que la tienne, hein, puisque moi, je travaille pour un organisme de formation qui est également centre de bilan de compétences, où le modèle économique est, on va dire de manière très majoritaire, la sous-traitance, pas une sous-traitance en cascade, une sous-traitance simple avec un seul niveau. Et pour moi, je préfère aujourd'hui avoir une sous-traitance de qualité avec des personnes qui sont fidélisées sur le long terme qu'un salariat médiocre avec. Voilà. Pour moi, c'est pas tant le statut qui va conditionner la qualité de la prestation, c'est tout l'écosystème qu'on met en place, tous les verrous qu'on met en place pour créer un cadre de sous-traitance de qualité. Oui, je comprends. C'est-à-dire que bon, pour moi, dans le bilan de compétences est d'abord c'est un univers dans la formation qui est, on va dire, c'est petit. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants et de centres de bilan de compétences relativement au nombre d'organismes de formation. Et d'autre part, la prestation bilan de compétences, contrairement à la prestation formation, et le profil de la prestataire de bilan de compétences dans l'écosystème du bilan de compétences était extrêmement bien identifié. Et donc là, on est encore sur cette je dirais, traînée, parce que là, bon, le métier était normé, il y avait un cadre très strict dans la prestation de bilan de compétences et l'organisation centre de bilan de compétences et prestataires était en place et rodée, et c'était peut-être plus évident que voilà. Maintenant, je pense que la sous-traitance, la sous-traitance dans la prestation de bilan de compétences a plus de sens. Enfin, je ne dis pas que la sous-traitance n'a pas de sens, hein. Je dis que la sous-traitance, les conditions de marché font qu'il y a une dégradation des conditions de travail et que ça pose des problèmes de renouvellement, parce qu'on renouvelle par en règle générale, on renouvelle les formateurs par des profils plus jeunes, moins expérimentés, et on ne valorise pas l'expérience, sauf peut-être dans le bilan de compétences où là, il y a des prestataires, personnes physiques extrêmement compétentes et qui le demeurent, voilà, et qui demeurent dans l'activité. Oui. François, si on revient au projet de décret, tu nous avais préparé quelques éléments pour qu'on comprenne mieux. Évidemment, tant qu'il n'est pas sorti, on ne va pas forcément pouvoir en dire beaucoup plus. Mais est-ce que tu peux déjà nous expliquer pour toi quels étaient les 3-4 éléments les plus importants ? Alors ce projet, en fait, on nous l'a présenté, au certificateur en mars 2023. Et en fait, sur le fond,
il n'a pas évolué depuis mars 2023 et les dernières informations dont on dispose, c'est qu'il était au Conseil d'État. Donc là, la phase Conseil d'État, on ne va pas changer le décret, le projet de décret n'évolue pas de manière fondamentale, c'est plus la manière dont c'est rédigé, des impacts sur d'autres lois éventuelles. Et donc là, on est plutôt dans une notion de forme, donc ça ne devrait pas changer radicalement. Voilà. Alors en fait, le décret, ça s'applique aux sous-traitants. Il a l'obligation de formation, mais aussi aux donneurs d'ordre. C'est le donneur d'ordre qui doit s'assurer que s'il sous-traite, il n'y a pas de sous-traitance en cascade et il sous-traite à une entité qui est certifiée Calliope, sauf des conditions particulières qui sont sur le slide suivant. Voilà. Ça ne concerne que les formations CPF. Voilà. Et ça devrait rentrer là, si le décret il sort maintenant, ça devrait être applicable au 1er avril. C'est-à-dire que les sous-traitants auront 3 mois pour se mettre en conformité, ce qui est un bon délai. Peut-être que, vu que ça traîne, peut-être que ce sera décalé un peu plus ou qu'on demandera d'avoir à minima un contrat de certification avec un organisme de certification, un contrat signé, comme on avait fait lors de l'échéance du 31 décembre 2021. Je rebondis juste sur ta phrase, François, où tu disais il y a quelques exceptions, mais moi, de mon regard d'opérateur, ces exceptions, elles ne sont pas si marginales que ça. Alors, on va peut-être la voir dans la slide d'après, mais il y a vraiment des exemptions qui sont fortes, notamment, on le voit, Calliope sera obligatoire si je réalise un chiffre d'affaires supérieur à 77 700 € et si mon statut est hors du régime microsocial. Or, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que dans le milieu, beaucoup de sous-traitants rentrent justement dans la case « je fais un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 € et je dépends d'un régime microsocial », donc micro-entreprise, entreprise individuelle. Et alors, également que sur des parties de formation, notamment je pense à des parcours longs où il y a une multiplicité d'intervenants. Là, effectivement, c'est pareil, il n'y a pas cette obligation. Et je pense, alors c'est difficile à évaluer aujourd'hui sur le marché, mais moi, en tout cas, à l'échelle de mon organisation, j'ai entre 80 et 90% des personnes sous-traitantes chez nous qui ne sont pas concernées sur le décret dans la manière dont il est écrit aujourd'hui. Alors, c'est possible. Alors, là où je te rejoins, c'est que c'est très difficile d'évaluer le nombre de personnes qui sont concernées. Ça, c'est un premier point. Et où le mode de recrutement, de fonctionnement de la sous-traitance est plutôt orienté, en règle générale, je ne parle pas de ton cas qui est spécifique, mais en règle générale, les organismes de formation vont chercher des intervenants de moins en moins chers. Et alors ça se fait parfois au détriment de la qualité, parce qu'on ne retient pas les personnes expérimentées. Et elles sortent parfois d'eux-mêmes du marché parce qu'à 250 €, 300 € la journée, on ne va pas y aller. On va trouver autre chose parce qu'un formateur indépendant tout seul peut aller chercher des journées en direct à 700, 800, 1200 €, 1500 €. Donc il y a une cohorte qui passe, la cohorte de formateurs, de néo-formateurs passe par la case sous-traitance pendant 3, 4, 5 ans et après on sort. Alors, est-ce que durablement on peut travailler avec un statut microsocial ? Quand on a un boulot à côté peut-être, quand on a des revenus à côté peut-être, mais au bout de 5-10, on ne va pas être à ce régime-là pendant 5-10 ans, quoi. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un effet aujourd'hui de la situation. Et que oui, effectivement, on a mis un seuil, mais maintenant, nous, ce qu'on voit quand même, c'est il y a environ 30 000 formateurs qui font un BPF qui se déclarent comme faisant que de la sous-traitance. Donc, ils sont une cible, je dirais, qui devrait aller vers la certification. Voilà. Ensuite, l'autre aspect qu'il faut que tout le monde comprenne bien, c'est que il faut sortir de la sous-traitance, sauf dans certains cas où fin de carrière ou formateur occasionnel ou vocation particulière. Mais si on veut se développer, si on veut s'épanouir, il faut sortir de la sous-traitance aujourd'hui et
avoir une activité en direct. Et là, Calliope permet de se positionner pour avoir cette activité en direct. Voilà, c'est les deux points les deux repères que je donnerais aux sous-traitants aujourd'hui pour profiter de ce décret. Voilà. Alors, j'entends ce que tu dis, et pour moi, la réalité que je constate, elle est vraiment très, très nuancée, parce que je vois des multiplicités de situations, c'est-à-dire des organismes qui font des prestations très, très diversifiées. Alors, si je prends le cas, par exemple, de mon organisme, les personnes, elles font du bilan de compétences, mais elles peuvent également faire de la VAE, elles peuvent également avoir des emplois de salariés à mi-temps à côté. Certains font des choses de coaching, donc c'est-à-dire des choses qui sortent de la formation professionnelle. On a des personnes qui cumulent plusieurs statuts des fois d'entreprise, qui sont des fois en portage salarial pour une partie, qui ont une micro-entreprise pour l'autre partie. En fait, c'est très très difficile d'avoir une réponse unique, et honnêtement, je ne suis pas sûr que l'impact du décret sera massif sur le sous-traitant. Je pense qu'il va y avoir une forme d'adaptation, très clairement, mais je ne pense pas qu'on va avoir demain 40 000 sous-traitants qui vont partir vers Calliope. Ça pour moi, c'est… Oui, d'abord, c'est sûr moi, je n'en sais rien en fait. Hein. On voit quand même, on a des signes et le nombre de participants à ce webinaire en est un. Au plus fort de la vague Calliope en 2021, quand nous on faisait un webinaire, on est le premier certificateur Calliope en nombre de certifiés. On fait un webinaire une fois par semaine. Et on n'a jamais eu, je crois que le record qu'on a fait fin 2021, qui était la période la plus folle en matière de certification Calliope, où on faisait 20 demandes de certification par jour. Le 31 décembre, on a fait 150. Donc le 31 décembre, hein, il y a des clients qui signaient leur contrat à 22 heures le 31 décembre. Donc on a eu comme ça des vagues, et donc là on a des signes qui annoncent que ça agite. Voilà. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est quelle va être d'abord comment ce décret va être mis en œuvre, parce que si c'est la même chose que la réglementation en formation professionnelle, il y a très peu de contrôle, et donc on n'a pas grand-chose. Ou est-ce que EDOF va vraiment mettre en place des process de contrôle qui vont obliger à l'application de ce décret, et qui par contre-coup va déclencher une vague de mise en conformité, de demande de mise en conformité de la part des donneurs d'ordre. C'est ça qui va conditionner le virage. Est-ce qu'on veut prendre ce virage-là ou pas? C'est ça qui va conditionner le virage. Parce que si effectivement il ne se passe rien, voilà. Mais là, il semblerait quand même qu'il y a des signes d'un grand intérêt pour la chose. Et donc je pense que, enfin, moi je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est une hypothèse, mais ça peut être très. On a eu ça d'une certaine façon quand en 2018, 2019, 2020, les grands organismes de formation qui emploient des milliers de sous-traitants ont mis en place des politiques pour exiger de la part de leurs sous-traitants le numéro de déclaration d'activité. Et là, on a eu des vagues de demandes de numéro de déclaration d'activité, puisque elles se sont rendues compte que le numéro de déclaration d'activité était obligatoire, que s'il y avait un contrôle, chaque sous-traitant qui n'avait pas son numéro de déclaration d'activité, c'était 4 500 €. Et ça, donc, les grandes structures se sont mis en conformité avec ça pour faire en sorte que les sous-traitants aient le numéro de déclaration d'activité. Ça fait partie du référencement. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, François et Johan, on parle du décret, mais au-delà de ça, on voulait aussi parler des bonnes pratiques. Il y a pas mal de commanditaires. La majorité des participants, d'ailleurs, sont des commanditaires. Il y a très peu de sous-traitants qui sont là avec nous aujourd'hui. On avait dit qu'on prendrait le temps aussi de partager un peu les bonnes pratiques de la gestion de ces partenaires, de ces sous-traitants. De ton côté, François, qu'est-ce que tu vois comme écueil aujourd'hui sur tes audités, sur cette partie-là? Et après, peut-être, Johan, toi aussi, tu pourras nous dire chez Garance et moi ce que vous faites actuellement comme process. En fait, ce qu'on voit, c'est que d'abord, on a 5500 clients, hein, donc je ne vois pas tous les cas, je vois les cas les plus extrêmes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des structures très récentes qui se créent et qui ont recours à la sous-traitance et qui font beaucoup d'efforts pour assurer la mise en conformité de la sous-traitance
Et en fait, il y a deux solutions très simples d'assurer la conformité de la sous-traitance. C'est-à-dire soit demander à la sous-traitance d'être certifiée, donc si c'est un formateur indépendant, de demander la certification pro, qui est délivrée par ICPF, soit de demander la certification Calliope. C'est sûr que si le sous-traitant il a la certification Calliope, le certificat Calliope du sous-traitant, il est dans le dossier, c'est plus facile pour l'auditeur, et plutôt que d'auditer un système qui vise à assurer la mise en conformité, la mise en conformité aux critères, ça demande une maîtrise que la plupart des commanditaires et un travail. Voilà. Donc, en conclusion, ce serait beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour le commanditaire si le sous-traitant est certifié. Maintenant, il y a des obstacles et je vais laisser Johan les développer. Pourquoi on ne peut pas le faire voilà. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a plein de choses, que je peux raconter sur ce sujet-là. Alors, sur le fait de demander systématiquement Calliope, moi, c'est quelque chose, je n'y suis pas favorable, ne serait-ce que parce que aujourd'hui, ça représente, je pense, moins de 10% des personnes avec qui on travaille, et que si une grande partie d'entre elles je parle d'elles parce que comme on est un centre de bilan de compétences dédié à la carrière des femmes, c'est exclusivement des consultantes, mais si jamais on l'exige, on va perdre des compétences rares et des personnes avec qui on a créé des liens parfois depuis plus de 10 ans. Et ça, voilà, je n'ai pas envie que ça se produise, donc c'est une chose. Et par ailleurs, je pense qu'on a d'autres façons de créer une sous-traitance de qualité. Alors moi, je vais parler du cas de Garance et moi, qui est un peu spécifique, mais pour que vous compreniez un petit peu, nous, toutes les personnes qui travaillent avec nous ont suivi un parcours de formation qui est certifiant. C'est-à-dire qu'on a un parcours qui s'appelle Accompagner les transitions professionnelles. Donc, toutes nos consultantes en bilan de compétences, toutes nos formatrices dans les formations ont suivi ce parcours-là. Donc, on s'est déjà assuré d'une qualité de compétences minimale et que les personnes soient adaptées à notre méthodologie. Donc, ça, c'est un point sur l'intégration. Et ensuite, sur le suivi, on a deux choses. On a quelque chose d'assez passif, entre guillemets, c'est-à-dire chaque année, on demande le NDA, on demande des éléments sur la veille, sur les formations réalisées par les personnes. Voilà, on se met en conformité avec Calliope. Mais et d'ailleurs, Yoann, je te coupe, mais est-ce que tu peux nous redire les règles sur le NDA? Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas assez clair encore. Alors, les règles sur le NDA, alors je ne suis pas un expert pour citer les articles de loi, certains le font beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, dans le cadre de prestations de formation, nous, on exige qu'il y ait un numéro de déclaration d'activité, que l'organisme soit en possession d'un numéro de déclaration d'activité. Je ne sais pas si François, toi, tu as peut-être plus de… Oui, alors le NDA le numéro de déclaration d'activité, à quoi il sert? Déjà, c'est la première question. Il sert à l'État à suivre le trajet des financements publics. Et donc, tout ce qui sort d'un OPCO, de la Caisse des dépôts et de Pôle emploi, c'est considéré par l'État comme de l'argent public. Donc, tous ceux qui perçoivent cet argent doivent avoir un numéro pour qu'on les retrouve. C'est pour ça que c'est obligatoire pour les sous-traitants. Ça, c'est le principe que personne ne connaît, mais il faut être un vieux comme moi pour le savoir. Et c'est le privilège des anciens. Voilà. Ensuite, le texte, vous allez télécharger le guide des OF Île-de-France pour la Drietz, et c'est page 12, et c'est marqué noir sur blanc, le sous-traitant doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Alors après, il se trouve que des juristes, des consultants, des avocats publient régulièrement sur les réseaux sociaux des articles dans lesquels ils disent que c'est pas obligatoire. Alors, moi, j'ai vu, j'ai pas de cas de commanditaire qui s'est pris 4 500 € d'amende. Donc là aussi, j'ai jamais vu. En revanche, j'ai des cas de sous-traitants qui ont eu des contrôles alors que leur numéro était caduc et qui ont dû reprendre le numéro de déclaration d'activité. C'est-à-dire que il y a eu le contrôle à redresser sur certains éléments parce que à partir du moment où vous avez un numéro de déclaration d'activité, il y a des obligations par ailleurs. Alors, par exemple, il avait, je me rappelle que ce client-là avait fait des achats il avait acheté une bouteille de whisky qu'il avait offert à un client.
eh ben ça, c'était considéré comme une dépense illégitime et il avait dû rembourser de sa poche les 50 balles qu'avait coûté la bouteille de whisky. Vous voyez. Donc là, le contrôle, Drietz vérifie ça et donc il y a cette obligation d'avoir le NDA. Alors voilà. Et au-delà de l'aspect purement juridique, aujourd'hui, c'est devenu tellement structurel, c'est-à-dire que l'immense majorité des organismes aujourd'hui, c'est dans leur procédure de référencement, pas de NDA, pas d'intégration dans la société, pas de sous-traitance. Ouais. Donc, honnêtement, ne pas aller demander son numéro de déclaration d'activité, c'est se tirer une balle dans le pied et c'est s'empêcher de travailler dans le milieu de la formation professionnelle. Oui, alors qu'en 2019, oui, complètement. Je me rappelle, 2019-2018, même après, c'était pas du tout la norme. Il y avait les grands organismes de formation, je ne vais pas citer de nom, mais il y a eu des campagnes de mise en conformité très lourdes. Et il y a toujours cette question-là, de dire, en fait, on impose à un sous-traitant qui est il n'est pas très vaillant en fait. Le sous-traitant, c'est occasionnel, etc. Alors plus on lui impose des contraintes, plus moins il se décourage assez vite en fait, le sous-traitant. Voilà. C'est surtout devenu une contrainte parce qu'il y a quand même une politique depuis, je dirais, une grosse année où le numéro de déclaration d'activité, c'est plus une simple formalité, c'est devenu assez un petit peu plus complexe qu'avant, c'est-à-dire avec des délais de traitement qui sont beaucoup plus longs et des refus de plus en plus de numéros de déclaration d'activité. Alors soit pour des motifs de forme, parce que il n'y a pas le nombre les éléments demandés, donc ça c'est un fait, et des fois sur des questions de fond, parce que la formation, la convention de formation, souvent ne correspond pas à une. En tout cas, on estime que ça ne correspond pas à une action de formation en tant que telle et que parfois, en général, ça va être du développement personnel. Donc, il y a eu pas mal de refus pour ce motif-là, par exemple. Ça marche. Oui, complètement. Merci, Yoann. Est-ce que tu veux compléter sur les bonnes pratiques de ton organisme sur la sous-traitance ? Non, et je disais, la bonne pratique, qui est une démarche un peu plus active qu'on a de notre côté, c'est comment on anime un réseau de sous-traitants. Donc, nous, on a fait le choix de créer des communautés. Alors, aujourd'hui, on a une 50aine de personnes qui interviennent pour nous. Et on a créé des communautés qui vivent en dehors de la structure, donc avec une responsable de communauté qui est également sous-traitante. Et l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir des échanges de pratiques et donc de s'auto-professionnaliser. Et donc, du coup, ça nous permet aussi d'être au-delà même des exigences Calliope, mais surtout d'être très en accord avec le métier, très aligné sur les pratiques. Et moi, ça me permet aussi d'avoir des référentes de communauté avec qui je peux échanger, avoir des feedbacks et du coup pouvoir être dans l'amélioration continue, indicateur 32 de Calliope. Ça marche. J'en profite pour ceux qui sont sur le chat. N'hésitez pas à partager aussi vos bonnes pratiques en termes de sous-traitance. Ça pourra peut-être inspirer aussi certains OF. De votre côté, François et Séverine, c'est quoi les éléments que vous pourriez partager ? Enfin, un bon OF pour vous, qu'est-ce qu'il a comme pratique ? Alors, je préciserai ta question, Pascal, peut-être toujours en faisant un focus sur la sous-traitance, parce que autrement, voilà, c'est pas l'objet des 32 indicateurs que régulièrement. Voilà, j'attire votre attention sur la V8 qui vient de sortir et tout le monde est bien informé. Cet indicateur qui concerne la sous-traitance, l'indicateur 27 a été parfaitement précisé. Donc ici, c'est bien noté que l'indicateur n'impose pas aux sous-traitants l'obligation de la certification Calliope, c'est écrit noir sur blanc, page 32. Voilà, la responsabilité de la qualité appartient au donneur d'ordre, donc c'est important, la responsabilité appartient au donneur d'ordre. Et donc, à charge à ce dernier les modalités qui assurent la chaîne qualité. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture entre le process qualité qui est mis en œuvre au sein de cet organisme de formation et ensuite, bien sûr, les prestataires qui vont animer ces actions de formation. Donc voilà, j'attire vraiment votre attention sur ce point-là. Et la VI qui sera mise en application à partir du 24 janvier. Voilà, 23 à minuit. Ceux qui mais passent on attaque audit, les audits à 9h chez CPF, donc ce sera le 24 janvier à 9h. Donc voilà, effectivement, j'attire votre attention sur ce point-là. Et de la même façon, parce qu'on a beaucoup de questions, mais on reviendra sur ces questions tout à l'heure. Mais voilà, il y a le référentiel national qualité et pour ceux qui sont concernés, il y a les conditions générales d'utilisation du CPF, la version 11, et c'est autre chose. Voilà. Donc, on en parlera tout à l'heure.
On a passé le timing. Oui, François, je te laisse compléter. Oui, je vais dire un mot sur les bonnes pratiques qu'on a observées, puisque nous, ce qu'on s'est rendu, on s'est intéressé de par la certification pro, on a les chiffres d'affaires et les durées d'activité de milliers de formateurs indépendants. Et donc, on fait des synthèses, on étudie et on s'est dit, mais en fait, ce que je voulais vérifier, c'est qu'en fait, la démarche commerciale telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire que je vais appeler des prospects, je vais faire des mailings, je vais faire des webinaires, ne fonctionne pas en formation. Et donc, c'était pas la peine de monter en compétence outre mesure sur l'action commerciale offensive, parce qu'en fait, c'est pas ça qui marchait. Et ce qu'on a pu voir en regardant en regardant les consultants formateurs indépendants les plus performants, ceux qui faisaient des chiffres d'affaires les plus importants, déjà, c'est ils sont jamais seuls. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de salariés, mais ils travaillent dans des écosystèmes qui peuvent être une entreprise comme Garance et moi, c'est-à-dire qu'une entreprise structurante, apprenante, avec il y a des organisations de séminaires, je pourrais citer d'autres noms, hein, mais on voit qu'il y a une vraie communauté qui est créée de formateurs sous-traitants, et puis chacun a sa vie, mais ils se retrouvent une fois par an. Ils s'apportent des affaires mutuellement. Il y a un collectif, vous voyez, avec et ça, je dirais, c'est là où je vois le sens, mais c'est une élite d'organismes de formation, hein, c'est loin d'être la majorité. Voilà. Mais il y a aussi des consultants formateurs entrepreneurs qui sont tout seuls, mais qui sont dans un écosystème, qui ont une spécialité, qui sont connus dans l'écosystème, la banque, la finance, le crédit agricole ou EDF, et dans leur écosystème, ils sont connus et c'est toujours eux qui sont sollicités. Voilà. Et ça, ils peuvent parfois, ils ont la tentation de la sous-traitance pour faire réaliser certaines missions, ou alors une forme de co-traitance, c'est-à-dire qu'ils vont se repasser les affaires en fonction des spécificités de chacun. Et c'est ça qui permet de garantir une rémunération intéressante sur le long terme aujourd'hui. Donc il y a une part de sous-traitance. On n'est pas que sous-traitant si on veut vivre de s'épanouir dans la formation, mais il y a une part de sous-traitance, il y a une part de direct et une part de co-traitance. Ça marche. On arrive à la fin de la demi-heure de prise de parole. C'était très clair en tout cas. Merci à tous les deux. Alors évidemment, on s'en doutait, on le savait. Hein. On a beaucoup de questions. Oui. Et les gens n'ont pas forcément voté. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est votez. Oui, votez. Bon, j'en ai sélectionné quelques-unes quand même. Voilà, très bien. Donc, si tu veux peut-être en commencer par une question, Séverine. Alors, je propose de démarrer par la question la plus pertinente. Définissons le terme de sous-traitance, s'il vous plaît. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une subtilité quand même? Oui. Alors, je laisse peut-être la parole à Johan, s'il a une définition de la sous-traitance. Ou François, l'un des deux, si vous le sentez. Alors, est-ce que j'ai une définition? Je me lance parce qu'on avait dit que c'était moi les questions juridiques. Allez, voilà, le juriste, c'est François, là. Voilà, tout à fait. J'étais le juriste. Voilà. Alors, le sous-traitant, c'est pas un salarié. C'est donc il a la possibilité d'émettre des factures et il va émettre des factures à l'organisme de formation commanditaire. Ensuite, il y a la nature de l'intervention, c'est-à-dire qu'en fait, il va intervenir dans le processus de formation et il va intervenir de manière significative. C'est-à-dire le NDA, si vous avez un intervenant qui va faire une journée dans l'année, c'est pas la peine de lui demander. Il faut que ce soit plusieurs jours, que ce soit récurrent pour que vous mettiez en marche un système avec contrat, prestations, etc. C'est aussi en formation, il est responsable de l'action, c'est-à-dire que vous lui donnez une responsabilité par le contrat. C'est-à-dire que la prestation de bilan de compétences qui est sous-traitée, le commanditaire va vérifier que la prestation est bien exécutée, mais le prestataire est libre de l'exécution de la prestation, c'est-à-dire qu'il va faire comme il entend. On ne va pas lui donner des directives pendant sa mission. Il n'y a pas de rapport de subordination. Voilà. Donc ça, c'est l'essence du sous-traitant, c'est le contrat, la facture et la prestation qu'on mène en toute indépendance. Le commanditaire s'occupe des données d'entrée, le cahier des charges, et il vérifie à la fin de la prestation que le cahier des charges a été respecté. Mais par contre, il ne guide pas l'action
ce qui n'est pas toujours le cas, hein, si vous regardez certains organismes, mais il ne guide pas l'action durant son déroulement. Parce que le risque de tout ça, hein, on le rappelle, c'est peut-être le risque de requalification en contrat de travail, et notamment, il y a un faisceau il y a un nombre d'indicateurs qu'on essaie de regarder un petit peu. Alors en général, le risque de requalification, ça arrive en cas de conflit, hein, entre un sous-traitant et du coup pas son employeur, du coup le donneur d'ordre. Et on s'assure aussi, par exemple, de savoir est-ce que on est le seul donneur d'ordre. Est-ce que la personne a plusieurs clients? Et justement, d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'hier, je discutais avec un néo-formateur, et il me dit, donc il a créé son organisme, il sous-traite, et il dit, moi je demande l'exclusivité à mes sous-traitants. Ah, première chose à surtout pas faire. Il ne faut surtout pas être exclusif. Si vous êtes exclusif, il y a un risque de requalification. C'est ça. Voilà. Et au contraire, en termes de pratique, par exemple, contractuellement, on limite un pourcentage et un volume de chiffre d'affaires par an chez nous. Voilà. Pour éviter. Il ne faut pas que ça dépasse. Vous pouvez le mettre dans le contrat. Ouais. Et sur la requalification, on a vu un avocat qui nous avait dit un jour, quand il y a des problèmes, c'est que clairement il y a eu une mauvaise relation avec l'OF, un mauvais offboarding. Enfin, en fait, clairement, quand ça se passe, c'est qu'il y a un conflit de toute façon. Donc voilà. C'est moi le cas que je connais bien. C'est une école de commerce, le centre de formation continue d'une école de commerce qui est très connue. Et l'intervenant intervient pendant 10 ans. Donc, il fait, je sais pas, il intervient beaucoup. Hein. C'est un intervenant lourd, comme on dit. Donc, il fait 300-400 heures par an pendant 10 ans. Il part à la retraite, mais il voulait continuer à intervenir parce qu'il était salarié par ailleurs. Et là, il a demandé la requalification de son contrat et il l'a obtenu. Parce qu'en fait, le juge a considéré qu'il était... il faisait partie des murs, etc., et qu'il pouvait pas. Il recevait des directives. Enfin, il avait monté tout son dossier. Il n'avait rien dit, hein, et il a obtenu la requalification du contrat. Donc 10 ans de requalification. Donc ça, si vous regardez sur Internet, vous allez trouver le cas. Ça marche. Il y avait une question. Ça, c'est un vrai risque. Ouais. Alors, pour le coup, on a une question très intéressante ici aussi. Comment, en fait, prouver que le formateur qui intervient pour l'organisme en sous-traitance a d'autres clients, justement, qui n'est pas exclusif? Eh ben, on lui demande. Okay. On lui demande, ça fait partie du référencement. Il faut qu'il remplisse un document. Alors, ce que moi j'ai vu, c'est que dans le contrat de sous-traitance, on prévoit une clause dans laquelle le sous-traitant a obligation d'informer le commanditaire si le chiffre d'affaires qu'il facture au commanditaire est supérieur à un seuil qui peut être de 75% par exemple. Voilà. Donc s'il facture plus de 75% de son chiffre, il doit le signaler et ça peut permettre d'annuler ou de recadrer le contrat. Voilà. Alors, du coup, les grands organismes le gèrent, ça. Hein. Ils le gèrent, les écoles, tout le monde le gère. C'est les débutants qui ne gèrent pas ce problème-là. Alors, oui, on mise sur la confiance des fois, juste avec un intervenant ou une intervenante, en se disant ça va bien se passer. Et le problème, c'est que dès que la relation casse, ou alors qu'on commence à avoir de plus en plus d'intervenants, intervenantes, voilà, ça devient compliqué si on ne peut pas les choses. On a également une question pour préciser cette notion de sous-traitance. Donc, quelle est la différence entre la sous-traitance, de la co-traitance et le contrat de prestation de formation? Alors ça, s'il y a une différence. Ouais, c'est encore des subtilités. Alors, sous-traitance, on vient de le dire. Co-traitance, c'est quand le sous-traitant, en fait, qui du coup n'en est plus un, apparaît sur le contrat avec le client. Et donc, le contrat de prestation de formation, c'est le contrat avec le client. Donc là, ce qu'on peut faire, et ce qui est obligatoire dans certains contrats, je me suis personnellement fait avoir une fois d'ailleurs par ce type de contrat, c'est-à-dire qu'on a signé, ce n'était pas une prestation de formation, c'était une prestation de conseil à l'époque où on n'était pas encore Calliope, où on pouvait en faire, et où on en faisait, j'avais un organisme de formation et de conseil, et on signe un contrat. Et en fait, il se trouve que le collaborateur qui devait faire ce contrat, au dernier moment, nous dit finalement, je ne veux pas de contrat de travail, je veux un contrat de prestation. Et donc, nous, on n'a pas fait gaffe et ça s'est enchaîné. Et après, on a eu effectivement un problème avec ce collaborateur, enfin ce sous-traitant. Et le client nous a fait remarquer que dans le contrat, si on faisait exécuter le contrat par un sous-traitant, on devait
et on devait le faire agréer explicitement, ce qu'on n'avait pas fait. Alors bon, il n'y a eu aucune conséquence qui nous a tiré l'oreille, mais là, c'est dans le contrat de prestation, on peut faire en sorte que, enfin, faut informer le client qu'il y a sous-traitance. Voilà. On peut le faire. Très bien. Est-ce que vous voyez, Johan, il y a une question que tu avais repérée? Alors oui, il y avait une vraie question, c'était sur ce fameux pourcentage de chiffre d'affaires sous-traité. Parce qu'effectivement, c'est abordé dans le projet de décret que le donneur d'ordre devra se limiter à un certain pourcentage sous-traité, pourcentage qui sera défini ensuite après le décret. Alors, soyons clairs, pour l'instant, il n'y a aucun chiffre, enfin moi, à ma connaissance, il n'y a aucun chiffre qui a circulé là-dessus. Je ne sais pas si François, toi, tu as entendu parler. Non, j'ai pas. Non, je vois en fait, la finalité, c'est de lutter contre des structures très légères qui obtiennent Calliope avec un minimum d'actions, un minimum de dossiers en nouvel entrant, et qui après vont, de par des dispositifs auxquels ils ont accès, on ne sait pas trop comment ils font, vont générer des dossiers financés par le CPF, ils vont les sous-traiter un peu à n'importe qui et vont disparaître. Voilà. Donc là, on veut limiter en disant, bah non, tu vas pas pouvoir sous-traiter tout ton chiffre d'affaires, ce qui a une certaine logique. Voilà. Maintenant, je ne sais pas. Voilà, je sais pas combien, où est-ce que ça va aller, mais là encore. Moi, j'ai un petit pressentiment là-dessus, c'est-à-dire que si ça n'a pas été écrit dans le décret, c'est parce que le législateur veut se donner de la marge de manœuvre et qu'il sait très bien que ce chiffre peut être un espèce de Big Bang dans l'écosystème, puisqu'on a un nombre d'acteurs qui sont dépendants de la sous-traitance. Je pense vraiment à des gros acteurs qui sous-traitent quasiment à 100% dans le cadre du CPF. Je pense que ça pourrait faire du mal. Donc, je pense que de leur côté, le législateur a, entre guillemets, urgence à sortir le décret, mais n'aura sans doute pas urgence à sortir l'arrêté qui fixera le pourcentage. Je ne sais pas si tu partages cet avis, François. Oui, d'abord, quand... si toi et moi, enfin sans vouloir nous jeter des fleurs, mais si toi et moi, on n'a aucune idée de ce que pourrait être le pourcentage, ça veut dire quelque part que c'est pas aussi simple que ça. D'abord, ça voudrait dire d'auditer les chiffres d'affaires. Enfin, il faut que le BPF soit juste. On va regarder sur le bilan pédagogique et gentil, le bilan pédagogique et financier. On va regarder le pourcentage. C'est pas simple comme à gérer. C'est pas simple du tout. Voilà. Alors, on a une autre question. Alors, un sous-traitant qui serait en portage salarial, société de portage salarial ayant la certification Calliope, est-ce que du coup, ce professionnel-là serait contraint d'être lui-même certifié Calliope? Il y a encore des questions sur le portage. Mais on parle là du portage salarial. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Alors, il y a deux portages. Il y a le portage Calliope, c'est-à-dire que je suis une entité et je porte des auto-entrepreneurs, des indépendants. Ça, ne le faites plus. Ça, on n'en veut pas. Ça, c'est clair. C'est cité explicitement dans les travaux. Il y a un discours sur Internet, il y a le discours de la députée qui a lancé ces travaux législatifs, et vraiment, ça, c'est désigné, identifié comme étant ce qu'on ne veut pas voir. Et dans le reportage de France 2 qui est passé il y a 15 jours, c'est exactement ça. D'ailleurs, un centre de bilan de compétences, en fait, il y a une entité, et puis elle sous son certificat, il y a, 20 ou 30 centres de bilan de compétences. Donc ça, on n'en veut pas. Le portage salarial, la position, elle est très claire aussi. Le salarié, c'est un salarié. Donc là, c'est l'organisme de formation, en l'occurrence la boîte de portage ou la filiale de la boîte de portage qui doit assurer le contrôle qualité de ses salariés, ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, de mon point de vue, il y a une contradiction entre le statut spécial du salarié porté et le fait qu'il soit managé. Et je ne vois pas comment on peut assurer la qualité d'un salarié qu'on ne peut pas manager. Enfin, il faudra qu'on m'explique. D'ailleurs, j'ai une question peut-être pour Séverine, avec son rôle d'auditrice. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller dans des organismes qui font du portage salarial, et comment tu as traité cette question souvent d'hétérogénéité des pratiques voilà.
Alors, Johan, je n'ai pas eu l'occasion d'auditer un organisme de portage salarial. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, comme tout organisme de formation, voilà, on va l'évaluer par rapport aux indicateurs. Mais oui, François, comme vous avez eu… moi, j'en ai un en tête. D'ailleurs, c'est l'exception qui concerne la règle, dans le sens où cet organisme était managé par 3 personnes, sur la partie formation, était managé par… Et en fait, elles ont mis en place un dispositif qui permettait de garantir la qualité de leurs prestations. Et donc, tout est possible, hein, mais le respect des obligations Calliope était assuré. Mais par contre, elles ont mis en place un dispositif qualité. Elles y ont passé 3 mois pour le mettre en place. Elles ont mis en place un dispositif. Elles ont beaucoup travaillé. Parce qu'en fait, la stratégie de cette boîte de portage était de permettre à ces portés de faire de la formation dans de bonnes conditions, mais pour eux, c'est un investissement. C'est-à-dire que l'activité en tant que telle n'était pas rentable, parce que 3 personnes qui managent un dispositif qualité pour des portés, faut quand même y emmener pour que ça marche bien. Mais c'était un service, il se rattrapait par ailleurs. Voilà. Et est-ce qu'à ton avis, il y a une taille critique de nombre de personnes en portage salarial qui font de la formation? Genre, est-ce que 10 personnes, 20 personnes, 50, ou au-delà, ça devient compliqué? Moi, je pense que c'est avant tout je vais employer un terme de jeune que j'emploie jamais, mais le mindset du dirigeant de l'organisme de formation, on le voit tout de suite. Enfin, du dirigeant de la boîte de portage. C'est l'état d'esprit dans lequel ils sont, leur culture, et donc on voit qu'il y a une certaine partie de ces dirigeants qui sont des prestataires de services, qui sont incapables qui comprennent rien à la formation, on le voit tout de suite. Et puis il y en a certains qui ont fait des investissements, qui se sont formés, sont montés en compétences, et pour y arriver. Donc le nombre de sous-traitants ne fait rien à l'affaire, c'est surtout les compétences qui sont mobilisées au niveau du management de la boîte de portage. Mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut faire 2 métiers complètement différents? Est-ce que je peux être certificateur et formateur? Moi, j'ai dit que non. Donc, je suis devenu certificateur. Est-ce que je peux être auditeur, consultant, formateur, prestataire de bilan de compétences? Au bout on fait ça pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans, on dit bon ouais, c'est sympa. Et puis un jour, on se rend compte que c'est épuisant. Le lundi, tu fais un bilan de compétences. Le mardi, tu fais une prestation de formation. Le mercredi, tu es en audit. C'est sur la durée. Jongler, c'est pas simple. Oui, et puis comme tu disais, François, il y a quand même à un moment donné des sous-traitants qui veulent lancer leur propre marque, avoir une indépendance, et puis là, ils n'ont pas le choix de passer Calliope. Et ça, c'est vraiment un choix stratégique d'entrepreneur. Complètement. Mais après, le fait que on se cherche à travers des activités multiples. La polyagriculture, c'est fatigant, mais c'est sympa parce qu'on se déplace, on va d'un champ à l'autre, hein, on fait des pommes de terre, de la luzerne, du maïs, on fait plein de trucs. Bon, après, quand on veut dérouler, avoir une vie plus stable, il faut se spécialiser. Donc, voilà, je pense que la sous-traitance, ça permet d'expérimenter la formation. Aujourd'hui, ça ne permet pas de s'épanouir durablement, sauf si on fait autre chose. Voilà. Ou qu'on va avoir des clients directs. Il y avait une question, alors c'est plus pour François que pour toi, Johan. Il y a beaucoup d'OF en langue qui nous écoutent, qui nous suivent, avec qui on échange tous les jours. Ils ont des questions sur notamment leurs formateurs étrangers. Quelles sont les règles? Il y a pareil des subtilités, notamment sur le NDA. En fait, la question, c'est comment avoir un NDA quand mon formateur est étranger et établi à l'étranger. Alors, j'ai la réponse, mais François… mais vas-y, Séverine, c'est la réponse. Laisse François se reposer un peu. Bon, alors je laisse François se reposer un peu, mais voilà, si votre formateur est basé à l'étranger et effectivement qui participe et concourt au développement des compétences de vos bénéficiaires, il doit se faire représenter par un organisme en France. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre DRET pour récupérer les informations nécessaires. Et donc, en l'occurrence, si vous travaillez au sein de votre organisme de formation, je pense que vous serez tout à fait à même, puisque vous-même, en tant qu'organisme de formation, vous avez votre NDA et vous êtes certifié Calliope, vous pouvez le faire nécessaire, effectivement, auprès de la DRET pour, en fait, être représentant
de cette personne-là, ce professionnel qui est établi à l'étranger. Parce qu'effectivement, ouais. Il est à l'étranger, c'est compliqué. Il peut pas, Alors, je peux préciser parce qu'il y a deux cas. Alors ça, pour le coup, ça me remonte. Moi, j'ai que les problèmes, j'ai que les situations à problème. Voilà, donc, il y a deux problèmes en fait. Il y a le problème d'organisation internationale de cours de langue. Voilà. Et donc, il y a, je dirais, en fait, la maison mère, et en France, il y a un organisme de formation. Et une partie de la prestation est sous-traitée à la maison mère. Voilà. Alors là, le cas est compliqué parce qu'ils se disent, ma maison mère, est-ce qu'elle doit avoir Calliope, etc. Alors là, en fait, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que la filiale française est le représentant. Donc, on ne va pas redemander un numéro, un certificat Calliope à la maison mère parce qu'en fait, elle est représentée en France et donc tout est sur le numéro de déclaration d'activité et le certificat Calliope de la maison mère. Donc ça, c'est fondamental. Il y a des enjeux énormes parce que si c'est le même groupe, c'est la représentation. Donc là, il n'y a pas de problème. Après, il y a des organismes de formation qui font intervenir des prestataires indépendants à l'étranger. Et là, je pense que compte tenu des conditions économiques dans lesquelles ils interviennent, leur demander de se faire représenter pour un numéro de déclaration d'activité, etc., c'est pas facile. Donc là, il y a de la conception à faire parce que je ne sais pas comment on peut traiter le problème. Parce qu'il y a un contrat de prestation et le prestataire, il n'a pas de NDA, il n'a pas Calliope. Donc, je ne sais pas si là on peut ouvrir. Là, en l'état actuel des choses, ce serait trop facile de rien faire et dire comme il est à l'étranger, il n'est pas certifié Calliope. Et là, si c'est une structure importante qui fait, c'est pas simple. Ouais. Et là, je pense que c'est complètement la cible du législateur, c'est de traquer ce type de structure. C'est-à-dire qu'il y a une structure en France qui est légère et elle fait intervenir des sociétés à l'étranger. Et la société à l'étranger se cache, je dirais, derrière cette petite structure en France pour faire de la prestation et les taper dans le CPF. Ça, c'est complètement la cible aujourd'hui parce que c'est ce qui permet des escroqueries. Parce que la société va être active pendant quelques mois, après elle ferme et entre-temps, l'argent du CPF, il est parti à l'étranger. Voilà. Ça marche. Merci François. Yoann, tu avais repéré une autre question peut-être à laquelle tu voulais répondre? Oui, alors il y avait une question sur comment on s'assure que nos sous-traitants sont de qualité au-delà des évaluations de satisfaction et des éléments qu'on peut récupérer. C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse unique là-dessus. On peut effectivement faire du contrôle de la formation un peu inopiné. Ça, c'est une manière de faire. On peut également appeler directement des stagiaires un petit peu comme ça, au débotté, sur la base d'un échantillonnage. C'est aussi des choses qui sont possibles. Pour moi, à mon avis, ce que je fais, je réalise en général une fois par an un échange sur la collaboration aussi avec la personne. On ne parle pas du tout d'entretien individuel ici, mais un échange sur la collaboration. Et du coup, en général, j'essaie de faire part de tous les feedbacks que j'ai pu recevoir, mais des feedbacks un peu 360, à la fois des autres consultantes formatrices, à la fois des stagiaires. Après, j'ai pas de solution miracle là-dessus. Ça se passe au moment du recrutement, ça se passe au moment de la professionnalisation. Mais on ne peut jamais garantir une qualité 100%. C'est un peu une utopie, François. Oui, en fait, il faut vraiment distinguer la sous-traitance quand elle est menée par un organisme de formation qui est bien installé, où ça roule, où c'est la culture, et un nouveau formateur, un jeune entrepreneur qui veut reproduire ce système-là et qui va le reproduire sans avoir le métier, sans avoir la pratique, sans avoir le processus bien installé qu'on reprend, qu'on règle, etc. Et là, la perception, à mon avis, qu'un Yoann peut avoir, il nous la partage et c'est intéressant. Après, quand on monte le sujet, moi j'ai vu des managers venir
d'autres secteurs de la formation, avoir jamais fait de formation, monter des organismes. Alors, et il y a 20 ans, ils faisaient un catalogue et après, on cherchait des sous-traitants. Et ensuite, ils se sont dit, attends, je vais chercher des sous-traitants. Après, ils vont faire le catalogue, donc ils vont faire les programmes de formation, et après, je vais vendre le catalogue. Ça marchait jamais. Les sous-traitants, on en trouvait toujours quelqu'un qui était disponible pour faire sa fiche pédagogique dans le catalogue. Il arrivait à faire le catalogue, mais après, même il y a 20 ans, il suffit pas d'avoir un catalogue pour vendre de la formation. Ce qui est paradoxal dans la formation, c'est qu'il y a ceux qui ont les budgets, ceux qui décrochent les affaires, captent les missions, et puis il y a ceux qui font le travail. Et c'est un des rares exemples où celui qui fait le boulot, l'exécution est moins bien payée que la commercialisation en quelque sorte, et la commercialisation ne repose pas sur des performances commerciales. C'est une sorte d'intelligence pour capter des financements, monter des systèmes de formation qui est très particulière. Alors il y a des grandes réussites. Oui, il y a même chacun s'y retrouve et on a plein d'exemples où ça marche très très bien. Ah bah oui, non, mais enfin là, on est sur la partie sous-traitance mais il y a des sous-traitants qui vivent très bien et il y a des organismes de formation qui ont enfin, si ça attire autant de monde, c'est que ça marche. Exactement. Donc on va pas quand même, pour rester, on est positif. Non, là, je peux citer un succès. Je voulais juste rajouter une information en tant qu'auditrice sur cette question effectivement de la qualité des intervenants. L'indicateur 21 le rappelle bien. Effectivement, il y a une définition au préalable des compétences requises pour pouvoir effectuer, animer ces actions de formation ou de bilan de compétences ou autres. Et le donneur d'ordre effectivement, en tout cas, doit démontrer lors de l'audit Calliope qu'il est capable de maîtriser et d'évaluer justement les compétences des intervenants. Donc, c'est son rôle de vérifier ça. D'ailleurs, dans la V8, qui nous a permis va vous permettre en tout cas à nos auditeurs de mieux comprendre les attendus, c'est bien écrit dans le niveau attendu, démontrer que les compétences requises pour réaliser les prestations ont été définies en amont. Donc, effectivement, c'est en amont et sont adaptées aux prestations, et la maîtrise de ces compétences par les intervenants est vérifiée par le prestataire. Donc, c'est bien effectivement au donneur d'ordre de s'assurer de tout ça. Et on a une autre question. Oui, une question de Catherine qui nous dit en cas d'accident, qui est responsable, le donneur d'ordre ou le sous-traitant? Donc là, je pense que la réponse est là. Elle est facile. On l'espère, François, peut-être. Alors, accident, je ne sais pas, Catherine, ce que tu entendais par accident, mais au sens très très large du terme, j'imagine. Non, je pense que le donneur d'ordre peut être tenu pour responsable s'il n'a pas exigé, par exemple, exigé que le sous-traitant lui ait fourni son certificat d'assurance responsabilité civile, en admettant que la mission soit dangereuse, mais on pourrait lui reprocher. On peut lui reprocher quand même une responsabilité si c'est pas assuré que d'ailleurs toutes les obligations qu'a le sous-traitant, surtout le sous-traitant indépendant, se reportent sur le commanditaire en cas de problème de manière assez facile. Par exemple, si vous avez un contrôle URSSAF en tant que commanditaire, il va vérifier, vous avez des contrats de sous-traitance, vous avez des factures de sous-traitants, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, l'URSSAF vérifie que tous vos sous-traitants ont bien payé l'URSSAF, et s'ils n'ont pas payé l'URSSAF, c'est pour vous. Voilà. Donc là, il y a la responsabilité pas aussi claire. C'est pas aussi clair. Mais enfin là, on est dans le domaine du risque. Il y a aussi le domaine du gain, mais là, dans ce domaine du risque, là, vous restez responsable de la qualité de la prestation, et vous restez responsable aussi vis-à-vis du client et de tout ce qui concerne la prestation. C'est quand même le commanditaire quand même. Voilà. C'est ça, François, parce que moi, quand j'entends incident, je ne pensais pas tout de suite à une catastrophe. Je pensais à un gros incident qualité qui, par exemple, fait qu'un gros contrat cadre est dénoncé par le client, et du coup, quitte de la responsabilité du sous-traitant là-dedans vis-à-vis du donneur d'ordre. Là, c'est très difficile. On peut se retourner contre le sous-traitant en tant que commanditaire, mais ça va pas loin, parce que on doit vraiment avoir des preuves, et
en fait, là aussi, au niveau des tribunaux, quand on est en tant que commanditaire, on va contre un sous-traitant, il faut vraiment avoir un dossier hyper solide. Oui, puisque souvent, il y a aussi un rapport de force qui est déjà déséquilibré de base. Oui, bah voilà, on passe, l'organisme de formation qui a 10, 20, 30 sous-traitants qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il a beau jeu d'aller poursuivre en justice un sous-traitant qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. C'est mal parti. Il nous reste quelques minutes. Il y avait une question qui a été beaucoup votée, celle d'Émilie, sur la vérification du NDA. Comment, en tant qu'OF, on peut vérifier que le NDA n'est plus caduc? Donc là, sans doute de réponse data.gouv.fr. Oui. Alors là, effectivement, j'ai la réponse puisque c'est ce qu'on vérifie dans la première partie de l'audit, la vérification administrative. Donc, on va se rendre sur la liste des organismes de formation référencés officiellement auprès du gouvernement. Donc, voilà, peut-être qu'il serait utile de mettre en copier-coller peut-être dans le chat ce lien. Et voilà, avec le numéro d'NDA, on va pouvoir vérifier si l'organisme est bien référencé à date. Ce listing, c'est un énorme Excel, est mis à jour donc, tous les jours. Et voilà. Même si l'organisme également a Calliope. Ah oui, même s'il est certifié Calliope, effectivement, Johan, c'est très important de le préciser, mais il suffit qu'il aurait éventuellement oublié de déclarer son BPF, et voilà, à 2 reprises, du coup, il est squeezé de cette liste, ou après, peut-être pour d'autres raisons, même s'il est certifié Calliope, bien sûr, il peut avoir été déréférencé, peut-être pour d'autres raisons légales, administratives, donc... merci à tous les trois. Donc, je sais pas, on peut peut-être conclure sur une note positive pour 2024. Comme on disait, François, comme il y a plein d'histoires positives de sous-traitants, de commanditaires, et c'est ça qui fait aussi la magie du secteur quand même pour les apprenants. Johan, tu veux conclure par un mot un mot, en 2024, il y aura toujours de la formation, il y aura toujours des sous-traitants, il y aura toujours des donneurs d'ordre. Toujours des auditrices. Le marché, comme toujours, va s'adapter. Voilà, reste à savoir un petit peu tous les détails du décret, parce que ça va peut-être inciter certains organismes à salarier des personnes, certains sous-traitants à devenir Calliope. Dans quelle proportion, voilà, ça, c'est encore des grosses inconnues. Bilan, j'ai envie de dire, fin d'année prochaine. Exact. Moi, je dirais que Calliope, c'est un cadeau. Ça permet de monter en compétences et de maîtriser un système qualité pour réaliser des prestations de formation. C'est un cadeau parce que ça permet après d'avoir des clients directs, de développer son activité, de pratiquer des tarifs plus élevés, de comprendre les tenants et les aboutissants de la qualité aujourd'hui telle qu'elle est perçue par les clients, les financeurs, les ministères, enfin l'ensemble des parties prenantes qui ont participé à l'élaboration du référentiel. Et donc c'est un ascenseur, je dirais, qui permet à des milliers de jeunes formateurs ou de personnes qui débutent, qui ne sont pas forcément jeunes, mais qui débutent dans la formation, de tout de suite être au carré, de tout de suite donner un signe de qualité qui est le seul signe de qualité aujourd'hui vraiment visible de la formation professionnelle en France. Et donc je dis, même si le décret paraît un peu contraignant, le fait d'y aller, ça permet de voir soit que vous n'êtes pas fait pour la formation, soit que vous allez vous épanouir dans ce secteur. Au-delà et que le statut de sous-traitant tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas du tout un statut pérenne et enviable, et qu'il faut avancer sur ce point-là. C'est un axe majeur de la qualité de la formation et de l'épanouissement des formateurs. Merci François. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile, la sous-traitance. Alors on a essayé d'être clair, mais c'est toujours compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, en 2024, que ce soit sur ICPF ou sur OF Connect, pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, vous pouvez aller sur digiformac.com, on a le lien d'inscription. On fera, Johan, pas mal d'ateliers en petits groupes, donc ça sera peut-être plus adapté qu'un webinaire descendant. Et on continuera à faire des publications, des articles. Et on attendra effectivement le décret qui soit publié, et on reprendra le sujet après les congés de fin d'année. Parce que c'est pas fini, il y aura encore des rebondissements l'année prochaine. Mais on sait que en tout cas, on sait que c'est pas forcément évident au quotidien, mais quand même, on progresse. Donc, merci à tous
en tout cas d'avoir participé, posé vos questions. On se retrouve l'année prochaine. Et puis, bonne coupure pour ceux qui vont pouvoir un peu s'arrêter. Peut-être que certains vont passer des audits la semaine de Noël. Oui. Bon, bon courage à vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup François, merci Yoann et merci Séverine. Merci Pascal. Merci, au revoir. Et vous recevrez le replay à l'issue du webinaire. Donc pour ceux qui me posaient la question, voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.